Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Notre partenaire du jour est Valentin Schirmer, rédacteur en chef de l'Étudiant Libre. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence. On se tourne ensemble vers notre invité ? Absolument. C'est parti. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Bernard Lugan. Bonjour. Et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour continuer de remettre l'histoire à l'endroit. Décidément, c'est ce qu'on fait toute cette journée avec nos différents invités et avec vous, évidemment, pour aborder notamment cette question de la colonie et ce livre « Comment la France est devenue la colonie de ses colonies ». C'est un livre auto-édité, c'est bien cela, Bernard Lugan ? Cela, oui, les éditions d'Afrique réelle. Alors, je vais d'abord vous présenter avant d'aller présenter votre livre. Vous êtes historien, ancien professeur à l'école de guerre et à l'ESM de Saint-Cyr de Couët-Quidan, spécialiste mondial de l'Afrique, expert auprès du tribunal pénal international du Rwanda pour l'ONU et auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages sur l'Afrique et directeur de la revue numérique L'Afrique réelle. Bernard Lugan, ce livre, évidemment, un léger sens de la provocation. La France est devenue la colonie de ses colonies. Il y a un petit côté remigration également dont on va parler dans un deuxième temps. Je voudrais d'abord, pour commencer, qu'on aille sur votre couverture qui est assez marquante, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette couverture ? Oui, bien la couverture, écoutez, je la regarde, je l'ai sous les yeux, mais c'est une couverture qui montre le premier aspect de la colonisation, qui est une colonisation libératrice, car l'on voit à Savorgnan-de-Brazza qui libère des esclaves dans la zone qui était celle du fleuve Congo. Et l'on voit ces esclaves qui sont attachés, liés entre eux, et qui sont libérés justement par la présence française. Car la première colonisation fut une colonisation libératrice, qui a permis dans tout le monde sahélien et dans tout le monde ouest africain de libérer les populations de ces raids esclavagistes qui aboutissaient au transfert de centaines de milliers de malheureux vers le monde arabo-musulman pour qu'ils y soient vendus comme esclaves. Alors, donc Alors, vous disiez que le titre de mon livre est un titre provocateur, oui, la France devenue la colonie de ses colonies, mais une petite précision, c'est une phrase qui est une phrase que l'on doit à Édouard Herriot. C'est Édouard Herriot qui le premier a parlé de la France colonie de ses colonies. En 1946, lorsque les débats constitutionnels avaient lieu en France et que la question était de savoir s'il fallait oui ou non donner le droit de vote au sujet de l'Empire. Et il y avait donc des députés africains, il y avait Senghor, il y avait bien d'autres, Houphouët-Boigny, et Édouard Herriot, qui est une grande figure radicale, une grande figure de la droite morale, on dirait aujourd'hui entre guillemets. Et Édouard Herriot a pris la parole et a dit « Écoutez, si nous donnons le droit de vote au sujet de l'Empire, la France va devenir la colonie de ces colonies. » Alors, hurlements, etc. Tout simplement, cela veut dire que par le rapport démographique, si le droit de vote était donné à l'Empire, eh bien, les Français de métropole seraient devenus seraient venus coloniser par la démographie, l'ethno-mathématique électorale. C'est une phrase d'Édouard Herriot que je reprends et qui illustre parfaitement la situation aujourd'hui, parce que il y eut au maximum 1,5 million de Français dans la totalité de l'Empire français, Asie, Afrique, Amérique. Et sur ce 1,5 million, il y en avait 1,2 million, 1,3 million en Algérie, qui n'était pas une colonie, bien sûr, mais c'est un territoire impérial français. Et il y avait donc au total 1,5 million de Français en 1960-62 dans l'ensemble de l'Empire français. Et aujourd'hui, nous avons en France plus de 10 millions de Français ou de migrants qui sont des sujets descendants de nos anciens sujets impériaux. Donc si ce n'est pas une colonisation à rebours, je ne sais pas comment l'on peut appeler cela. Non mais tout à fait, mais ce qui est intéressant, c'est que vous prenez tout à fait à rebours les attendus sur la colonisation, où évidemment on considère que la France est venue notamment piller des pays, des États africains, et là vous renversez tout cela, c'est bien pour ça que vous parlez d'histoire à l'endroit. Donc, oui, alors justement c'est toute ma méthodologie scientifique. C'est-à-dire que je pars de l'idée très simple. Puisque l'on nous reproche tout, alors mettons les choses à plat et
faisons les comptes. Alors moi, je propose les comptes. Allez-y. Donc je fais les comptes de tout ce que nous avons dépensé en Afrique. Et alors dans mon livre, surtout, ce que je fais, c'est que je traduis en euros. Parce que la thèse de Jacques Marseille et la thèse de Daniel Lefebvre, deux thèses admirables, magnifiques, sublimes sur le coût des colonies, sont des thèses qui donnent des chiffres, mais soit des chiffres en francs or, soit des chiffres en anciens francs, soit des chiffres en francs 1914, ce qui fait qu'on s'y retrouve pas très bien. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait travailler un spécialiste, parce que moi, je suis à peine capable de compter jusqu'à 10. J'ai fait travailler un spécialiste sur la question, et j'ai transformé tous ces chiffres en euros. Ce qui fait que toutes les dépenses impériales que je donne dans mon livre, j'en donne des listes entières, permettent de voir à quoi correspond cela. Alors, je vais vous donner un chiffre très simple pour montrer un peu ce que nous avons laissé en Afrique. Alors attention, moi, je ne suis pas un défenseur de la colonisation. Moi, je suis un ethno-différentialiste. Je suis, si vous le voulez, si l'on devait parler d'adhésion à une idée coloniale, la mienne serait l'idée de Lyautey ou l'idée britannique, c'est-à-dire une colonisation non universaliste qui ne cherchait pas à transformer l'homme, mais qui cherchait, si vous le voulez, autre chose qu'un messianisme laïcard comme celui de la colonisation française. Oui, ça vous le précisez, d'ailleurs c'est très drôle, vous précisez bien que c'est une influence des hommes de gauche républicains, la colonisation française. Je vous donne quelques chiffres et ensuite on va parler de cette colonisation de gauche. La France laisse, en partant, en Afrique, 220 hôpitaux dans lesquels les soins et les médicaments étaient gratuits, 50 000 kilomètres de routes bitumées, 18 000 kilomètres de voies ferrées, 63 ports équipés, 196 aérodromes, des centaines de barrages, des centaines de ponts, de centrales électriques, des milliers d'écoles, de dispensaires, de maternités, etc., etc. Et ces dépenses, en moyenne, coûtèrent à la France à peu près annuellement 22% de toutes ces dépenses sur fonds publics. Et toutes ces dépenses furent payées par nos grands-parents. Toutes sommes qui ne furent pas investies dans le développement métropolitain. Alors, en 1960, l'eau courante était présente dans toutes les grandes villes africaines. Dans les régions reculées de l'Allier, de la Corrèze ou de la Dordogne, il a fallu attendre les années 70-75 pour avoir l'eau courante. Tout cela parce que l'on a fait passer la Zambèze avant la Corrèze, et tout simplement parce que la France avait cette vision messianique. Alors, que l'on ne vienne pas nous reprocher d'avoir pillé l'Afrique. Il y a quand même des personnes, des particuliers qui se sont énormément enrichis sur le dos, et on peut aussi parler de l'esclavage, sur le dos des esclaves. Alors sur le dos, non. Disons qu'il y a deux choses à voir. Il y a deux choses, et on confond tout. Parce que l'on vit dans le, comment dirais-je, dans le méli-mélo intellectuel, il y a deux choses. Il y a des privés qui se sont enrichis en Afrique, mais ils n'ont pas volé. Ce sont des privés qui ont travaillé. Les colons ont défriché. La plaine de la Mitidja ou les zones caféières de Centrafrique étaient des zones totalement insalubres, et les colons ont travaillé. Ils ont bonifié une nature qui était inviolée depuis les origines et qu'ils n'ont pas volé. Ils ont bonifié, ils ont donné du travail aux populations, ils ont permis à ces régions d'avoir des exportations, donc des budgets qui ont permis un certain nombre de travaux, et ils se sont bien sûr enrichis. S'enrichit, normal. Quand on travaille, on s'enrichit. Mais si des privés se sont enrichis, l'État français, lui, s'est appauvri. Il s'est appauvri parce que pour que ces travaux qui ont permis à des privés de bonifier et de tirer des profits se fassent, il a fallu créer des ports, des routes, des voies ferrées, des aéroports, des dispensaires, et mettre des fonctionnaires, etc. Donc, on confond tout aujourd'hui. La France s'est appauvrie en Afrique, même si des Français se sont enrichis en Afrique. C'est pas la même chose. Et, pardon, seulement sur la question de l'esclavage. Oui, quoi sur la question de l'esclavage? Vous nous dites, c'est eux qui ont travaillé, les colons ont travaillé, etc. Mais
que faites-vous de la notion d'esclavage? Parce qu'il y a quand même des personnes qu'on a fait travailler sans être purement rémunérées. Donc il y a quand même eu... Mais il n'y avait pas d'esclavage dans les colonies françaises. Dans les colonies françaises africaines, il n'y avait pas d'esclavage, puisque c'est la France qui a aboli l'esclavage. Oui. Vous voulez parler du travail forcé. Les corvées forcées, oui, ben c'est tout à fait normal. C'était des corvées qui s'inscrivaient dans la tradition des corvées villageoises. Les Français n'ont rien créé de plus. Les Français, lorsqu'ils sont arrivés, ont découvert que les chefs de village avaient des gens qui travaillaient pour eux, des corvées communautaires, et ils ont repris ce système. Et ensuite, ces corvées ont permis, si vous le voulez, au départ, dans les premiers temps de la colonisation, je dis bien dans les tout premiers temps de la colonisation, de permettre de créer des voies de communication pour permettre de pacifier, de mettre en valeur, de bonifier la région. Dans un premier temps, il y a eu bien sûr des corvées, mais ce n'était pas de l'esclavage. Cela s'inscrivait très exactement dans le même type que les corvées villageoises. Alors, il y a eu 2-3 exceptions, pas françaises. L'exception, c'est une exception belge. Dans les premiers temps de l'État indépendant du Congo belge, les 7 ou 8 premières années où il y a vraiment eu là une exploitation vraiment scandaleuse qui s'est produite. Mais ça a été une toute petite parenthèse qui a duré quelques années. Et dès que le Congo est rentré dans l'état de droit colonial étatique belge, cela a totalement cessé. C'était du temps des compagnies concessionnaires. Il y a effectivement eu pendant 7 ou 8 ans des abus qui ont été parfaitement décrits à l'époque. Mais le problème, c'est que l'on prend des exemples complètement isolés et l'on en fait un système. Ça, c'est tout à fait dans l'esprit du temps aujourd'hui. Moi, je voulais revenir avec vous, Bernard Lugan, parce que ce livre s'attache quand même à déconstruire, dans le bon sens du terme, un certain nombre de mythes de cette doxa dominante dont vous parlez, notamment ce mythe d'une Afrique qui serait une Afrique unie, un bloc homogène, alors qu'en réalité, vous montrez bien qu'il y a de nombreuses tensions internes entre tribus, entre ethnies, et d'ailleurs, c'est ce qui permet la facilité, la rapidité de la colonisation européenne en Afrique. Oui, bah écoutez, prenons très simplement la question du Sahel, puisque nous sommes en plein dans l'actualité avec les événements du Sahel, du Mali, etc. Alors que se passe-t-il dans cette zone quand la France intervient? Donc, d'abord, prenons la notion de temps. Parce que la colonisation, c'est un éclair dans l'histoire de l'Afrique. Les Français sont à Tombouctou en 1896. Les premiers Français, les premières colonnes françaises arrivent à Tombouctou en 1896 et l'indépendance date de 1960. Donc, vous voyez, une vie d'homme, la colonisation. Si l'on met à part l'Algérie et si l'on met à part la colonie hollandaise et anglaise du Cap, c'est une période de 60 ans, à peine 60 ans. Alors, quand les colonnes françaises arrivent en Afrique de l'Ouest, à partir du Sénégal, quelle est la situation? Eh bien, il y a des grands empires djihadistes peuls qui ont totalement ravagé la zone du Sénégal jusqu'au lac Tchad, qui ont réduit en esclavage des centaines de milliers de personnes, qui ont massacré des dizaines de milliers de personnes, et les malheureuses populations noires qui sont agricoles et sédentaires, qui vivent le long des fleuves, sont prises entre une double prédation, les Touaregs au nord, les Peuls au centre. Et la colonisation française arrive et met de l'ordre là-dedans. C'est pour cela d'ailleurs que les premiers tirailleurs sénégalais, qui ne sont pas des Sénégalais, qui sont des Maliens, qui sont des Bambara, vont s'engager dans l'armée française. Pourquoi? Bien parce que les Bambara étaient les derniers dans cette partie de l'Afrique à avoir résisté contre ces empires djihadistes peuls, et ils venaient juste d'être écrasés dans leur dernière résistance, et c'est pour se venger qu'ils s'engagent aux côtés des Français et qu'ils vont fournir les premiers éléments de tirailleurs sénégalais qui sont en fait des tirailleurs Bambara recrutés au Mali. Et l'avancée française va se faire ensuite vers l'est, vers le lac Tchad, où nous allons libérer les populations de la contrainte terrible de Rabat, du chef esclavagiste de Rabat, qui a mis en coupe réglée toutes les populations de la région du lac Tchad. Donc c'est une colonisation qui est une colonisation libératrice. Nous sommes à l'époque dans un contexte de lutte contre l'esclavage. Alors attention, il y a bien entendu là derrière des approches idéologiques. Parce que la colonisation française est une colonisation qui est une colonisation totalement idéologique. C'est une colonisation de gauche, c'est une colonisation qui est destinée à libérer les peuples des tyrans qui les exploitent, et c'est surtout une colonisation qui est destinée
à répandre sur l'ensemble de la planète, les idées universalistes des Lumières et de la Révolution française. Pour les initiateurs de cette expansion coloniale française, la colonisation va être le moyen d'exporter dans le monde les idées de 1789. Alors le paradoxe va être que la droite légitimiste et monarchiste qui, depuis 1789, luttait contre ce courant, va se rallier à ce courant colonial pour deux raisons. D'abord parce que le drapeau tricolore est agité, donc par souci patriotique, et puis surtout par l'idée religieuse, l'évangélisation. Donc nous allons avoir deux universalismes qui vont s'allier, l'universalisme des Lumières laïques et l'universalisme évangélisateur catholique, avec en plus le glaive. Donc, j'allais dire la trilogie qui va provoquer la catastrophe française, parce que la colonisation française va provoquer la ruine de notre pays, et plus que la ruine de notre pays, produit aujourd'hui le grand remplacement et probablement la disparition de notre société à plus ou moins long terme. Bernard Lugan, j'aimerais bien qu'on aille justement sur la fin de l'histoire que vous évoquez également, et la destruction de la France, puisque vous dites, en fait on l'a bien compris et on le lit dans votre livre, c'est l'idéologie, et en se fondant sur l'idéologie des Lumières que nous sommes allés faire ces colonisations, et finalement aujourd'hui c'est l'esprit, la décolonisation, l'esprit décolonialiste, même on peut aller plus loin, déconstructiviste, qui lui-même se revendique des Lumières et qui se dit progressiste. Et aujourd'hui, en fait, il y a une continuité dans ces idéologies qui, en fait, n'est pas cohérente, mais que eux revendiquent et qui mène à la destruction de la France aujourd'hui. Comment vous l'expliquez ? C'est ce que je montre dans mon livre. Oui. Je montre dans mon livre que ma famille politique, c'est-à-dire la famille légitimiste, disons, au sens traditionnel du terme, ce n'est pas la famille orléaniste, n'est-ce pas, la famille légitimiste, la famille contre-révolutionnaire, est prise au piège d'une idéologie qui est l'idéologie mortifère qu'elle combattait depuis l'époque des Lumières. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que par habileté doctrinale, politique et philosophique, la gauche a refilé le bébé de la colonisation à la droite, maintenant la droite entre guillemets. Et la droite s'est retrouvée dans les années 1950-1960, après que la gauche eût été l'initiatrice de la colonisation, la droite s'est retrouvée à défendre une colonisation dont elle n'était pas la mère, dont elle n'était pas responsable. Et ceci va entraîner, si vous le voulez, un changement total de paradigme avec des clichés qui vont être appliqués. La droite, donc, est expansionniste et colonisatrice, etc. Et la gauche, qui a refilé le bébé à la droite, voit son idéologie se retourner contre elle, parce que les woke aujourd'hui, les décoloniaux et tout ce courant se réclament de l'idée originelle de la gauche française, qui était l'idée de l'universalisme et de l'assimilation, et constatant que ceci ne s'est pas fait, elle met en avant l'idée que finalement, la France l'a exploité, a exploité ce courant de populations africaines. Et aujourd'hui, tout ce qui est vu d'une manière positive, entre guillemets, par le côté de la colonisation, est retourné contre ses initiateurs et contre la France. Donc nous sommes exactement dans l'évolution logique, et nous sommes, si vous le voulez, comme l'œuf et la poule et l'œuf. Et c'est un cercle vicieux dont on ne sortira pas. Le seul moyen d'en sortir, c'est de trancher le nœud gordien une fois pour toutes. De trancher le nœud gordien une fois pour toutes en disant, voilà, nous sortons totalement des arguments moraux, nous ne parlons pas de morale, puisque vous venez nous reprocher systématiquement tout ce que nous avons fait, eh bien mettons tout sur pied, mettons tout à plat, et faisons les comptes, des comptes d'apothicaire, faisons les comptes. Et je pense que si nous avions des gouvernants qui en avaient au fond de la culotte plutôt que d'avoir des idéologies désincarnées, eh bien, il suffirait simplement, mais c'est d'une simplicité biblique, j'allais dire, il suffit simplement de se sortir
toutes les archives coloniales françaises, toutes les archives de l'AOF, de l'AEF, de sortir tous les livres de comptes, de sortir toutes les archives des ministères français et de faire les comptes. On fait les comptes, on transforme tout ça en euros et l'on dit à tous ces braves gens, voilà ce que nous avons fait, c'est vous qui nous devez de l'argent. Et si nous étions, comment dirais-je, méchants, ou si nous étions un peu plus réalistes ou un peu plus courageux, c'est nous qui devrions à vous présenter l'addition. Et au-delà des comptes économiques, on pourrait aussi faire les comptes médicaux, parce que vous parlez aussi de tout ce que la médecine française a pu apporter en Afrique avec l'éradication d'épidémies et l'augmentation énorme de la population. Mais quand vous pensez que l'Algérie avait moins d'1 million d'habitants quand les Français débarquent en 1830, quand nous sommes partis, il y en avait 12 ou 15, aujourd'hui 47 millions. Bon, ils ne sont pas nés du néant. Tout cela est le produit de la médecine coloniale française. L'on oublie complètement les grands chercheurs français, les Yersin, etc. L'on oublie complètement le Pharaon à Marseille, bien entendu, qui a été détruit. Ce merveilleux, cet unique, cet exceptionnel centre de maladies tropicales du Pharaon à Marseille, qui a été détruit par la pseudo-droite française qui était au pouvoir. L'on oublie que toutes ces grandes inventions ont été faites au prix du sacrifice de nos équipes médicales. Et si vous voulez, tout ça passe en pertes et profits, tout cela pour que l'homme blanc puisse se couvrir la tête de cendre. Mais l'homme blanc est tellement masochiste et le christianisme moderne est tellement goulûment masochiste qu'il prend son plaisir à se couvrir la tête de cendre. Et vous pensez, parce que j'allais vous citer Emmanuel Macron, qui a quand même tout de même dit, je crois que c'était en 2017, que la colonisation française ou l'Algérie française c'était un crime contre l'humanité. Vous pensez que c'est même lié au christianisme, à la pensée chrétienne ? Je pense qu'il suffit de voir aujourd'hui, comment dirais-je, l'occupant actuel du Vatican, qui est exactement dans cette tradition-là. C'est-à-dire, on passe au plus nombreux et comment dirais-je, l'accueil de l'autre passe avant la survie de l'indigène. Nous sommes exactement dans ça. C'est un système complet. C'est un système complet. Si vous voulez, c'est une subversion totale. C'est une subversion qui remonte aux Lumières, c'est une subversion qui remonte au XVIIIe siècle, avec des périodes d'accélération. Alors ceci a été masqué au début du XXe siècle, parce qu'il y avait une bonne santé européenne et française. La bonne santé a fait que ces idées délétères et mortifères ont été masquées par ce côté, j'allais dire, très, très dynamique et très entreprenant. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes dans une phase de régression et de marée qui se retire, les scories sont sur le bord de la plage. Et vous êtes finalement relativement pessimiste pour la suite, ou vous pensez qu'il peut vraiment y avoir un réveil et un décompte comme vous le proposez ? Mais écoutez, moi je suis géographe et en tant que géographe, je constate deux choses. L'on ne ment ni à la géographie ni à la démographie. Or, nous avons une géographie qui fait que, pas loin de nos frontières, à quelques heures d'avion, nous avons une démographie qui explose. Et au même moment, nous liquidons notre propre démographie en pratiquant les avortements systématiques. Oui, on vient d'en parler à la table ronde, justement. Je ne rentre pas dans ce détail, c'est un détail qui est un autre sujet. Mais il est quand même extraordinaire que l'on nous dise aujourd'hui, nous manquons de main-d'œuvre, et qu'au même moment, nous pratiquions les avortements. Alors, il faut savoir. Donc, c'est un système, à mon avis, c'est un système parfaitement cohérent qui est destiné à nous effacer, qui est destiné à... C'est un mouvement subversif global qui a commencé au XVIIIe siècle. Et c'est pour cela que les élections, moi j'ai un vieux maurassien, les élections ne servent strictement à rien. Comme dit Maurras, la République gouverne mal, mais elle se défend bien. Non, le seul travail à mener est un travail contre-révolutionnaire, mais le travail contre-révolutionnaire, ça veut dire contre les idées révolutionnaires qui nous dirigent à l'heure actuelle. C'est une contre-révolution à faire, mais depuis les idées du XVIIIe siècle, et même un peu avant déjà. C'est un travail assez dantesque, n'est-ce pas ? Je ne vous cache pas que
il faut, comme on dirait, c'est assez sport comme idée. Et d'ailleurs, oui, ça peut faire le lien avec un de vos livres précédents, intitulé Pour répondre aux décoloniaux islamo-gauchistes et aux terroristes de leur repentance. Les deux livres, je suis. En ce moment, si vous voulez, je commence à avancer en âge. Dans mon domaine, je suis le seul. Ouais, il y a quelques charlots, mais enfin bon, des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, ou alors des idéologues. Donc, j'essaie au maximum de laisser un certain nombre de livres qui permettront plus tard aux esprits conscients d'avoir des éléments, comme disent les anglo-saxons, un bedrock, une roche en place sur laquelle essayer de reconstruire l'arche. Et surtout, pour le moment, nous ne sommes même pas sur l'arche, nous sommes, comme disait Maurras, sur la dentelle du rempart. Et sur la dentelle du rempart, bien, il est important d'être bien armé car nous ne sommes pas nombreux. Eh bien, merci beaucoup Bernard Lugan. Un livre en effet qui remet l'histoire à l'endroit, qui remet les choses en place, comment la France est devenue la colonie de ses colonies. C'est auto-édité. Vous avez d'autres livres, oui? Pour le procurer, bien c'est très simple, soit par PayPal en allant sur mon blog, n'est-ce pas, Bernard Lugan, soit le commander par la poste comme Colissimo, Bernard Lugan, boîte postale 45, 42 360 à Panissière. Et 34 € pour Colissimo compris, car le Colissimo permet, surtout en région parisienne, de ne plus avoir de livres qui disparaissent. Alors qu'avant, j'avais un livre sur 2 qui disparaissait. Donc, au moins, par le Colissimo, on peut suivre les commandes. Et peut-être dans certaines très bonnes librairies? Alors, vous avez 2 librairies à Paris qui l'ont. Vous avez la librairie française et vous avez la nouvelle librairie. Voilà, la nouvelle librairie, Paris 6e. Merci beaucoup, Bernard Lugan. Merci à vous, Valentin Chameur. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.